Et nous poursuivons avec notre partenaire du jour, Xavier Van Lierde. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte. Nous sommes également avec Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Ce matin, Xavier Van Lierde, vous souhaitez défendre les nouvelles générations en réfutant les clichés dont elles sont affublées. Dites-nous tout. Eh bien oui Liselotte, vous connaissez, vu votre âge, vous connaissez nécessairement les clichés qui s'attachent aux nouvelles générations. On les connaît par cœur, on dit qu'ils sont hédonistes, qu'ils vivent dans l'instant, qu'ils préfèrent les loisirs aux responsabilités et qu'ils ne veulent plus faire d'enfants. Alors ces jugements sont partout et ils reposent en réalité sur une idée implicite: les nouvelles générations auraient changé de valeur et c'est ce changement de valeur qui expliquerait leur comportement. Mais voilà, plusieurs études récentes invitent à envisager ce phénomène sous un autre angle, en inversant la perspective, ou plutôt le lien de causalité entre ces phénomènes. Commençons, à titre d'exemple, par un fait central: la baisse de la fécondité parmi les jeunes générations, qui est un fait établi et qui est volontiers attribué donc à un changement de valeur de celles-ci, à leur égoïsme, à leur refus des contraintes et responsabilités, qui sont celles qui s'attachent au rôle de parents, à leur volonté de profiter plus longtemps, etc. Or, une récente étude, mise en avant cette semaine par le magazine L'Express, avance une explication beaucoup plus concrète. Cette étude, signée par l'économiste canadien Ben Couillard, et oui, c'est son nom, souligne le lien direct entre hausse des loyers, hausse des tarifs des prêts immobiliers et baisse des naissances. Ce lien n'est évidemment pas neuf, mais selon cette étude, ce lien est beaucoup plus robuste qu'imaginé. Ben Couillard parvient à un résultat spectaculaire: environ 11% des naissances en moins aux États-Unis du fait du renchérissement du logement depuis les années 90. Autrement dit, si les loyers étaient restés stables, plus de 10 millions d'enfants supplémentaires seraient nés dans ce pays. Pour Ben Couillard, la crise démographique qui frappe les États-Unis et la plupart des pays d'Europe n'est donc pas tant une crise du désir d'enfant, c'est plutôt une crise des conditions matérielles qui sont celles de la famille. Alors, lors de ses recherches, l'économiste a en effet remarqué que les taux de fécondité des jeunes couples étaient extrêmement différents aux États-Unis selon le marché immobilier des zones géographiques où ils habitent. Et il résume la situation ainsi: le logement n'est pas le seul déterminant de la fécondité, bien sûr, mais c'est un déterminant central. Quand il devient trop cher, trop instable, trop petit, eh bien, le projet d'enfant est repoussé, puis finalement abandonné. Et la même observation est réalisée de façon encore plus précise par une étude néerlandaise publiée en novembre dernier dans la revue European Journal of Population, et qui établit que la baisse de la fécondité de ces dernières décennies s'explique de façon prépondérante par la moindre probabilité pour les jeunes adultes de parvenir à être propriétaires. En effet, les couples propriétaires de leur logement affichent un taux de fécondité très supérieur à ceux qui ne le sont pas. Alors, l'étude néerlandaise introduit donc ici un facteur complémentaire en soulignant que le statut de propriétaire est plus favorable à la natalité, probablement parce qu'il incite davantage à se projeter sereinement dans l'avenir. Alors ce lien entre logement, constitution de famille et capacité à se projeter dans l'avenir n'est évidemment pas neuf, d'ailleurs tellement pas neuf que le terme grec d'oikos, central dans la philosophie d'Aristote, désigne tout à la fois la maison, le foyer, la famille et la lignée. Et ce lien est consacré de nos jours, tout récemment, parce que bon, la référence à Aristote c'est sympa, mais je sais que dans les temps qui sont les nôtres, il vaut mieux sortir des études américaines qu'Aristote. Alors je vous en ai sorti une, et c'est une étude qui démontre l'impact ravageur de la difficulté croissante à devenir propriétaire de sa maison, non seulement sur la fécondité, mais sur l'ensemble des comportements et des valeurs des nouvelles générations, en l'occurrence d'Américains, mais bien entendu, ça reste valable aussi pour les jeunes Européens. Alors, dans cette étude, 2 chercheurs de l'Université de Chicago observent que lorsque les jeunes adultes comprennent que l'accès à la propriété sera hors de portée, eh bien, l'ensemble de leur comportement et de leurs valeurs se réorganisent de façon extrêmement concrète et spectaculaire. Je m'explique. Ils consomment davantage dans le présent, ils investissent moins dans les projets de long terme, ils acceptent moins les sacrifices prolongés au travail, ils privilégient l'expérience, le loisir et l'immédiat. Et pour les chercheurs, tous les traits moraux que l'on prête donc à la génération Z ne seraient donc pas intrinsèques, mais le résultat d'une adaptation à un contexte économique très différent de celui qui prévalait dans les générations précédentes. Alors attention, ces chercheurs ne nient pas le changement de valeur. En effet, le changement de contexte économique contribue, selon eux, à produire de nouvelles valeurs. Pour le dire de façon un peu directe et simpliste, à force de vivre dans l'instant, on finit par valoriser l'instant. À force de consommer des loisirs,
on finit par ériger le plaisir en principe. À force de renoncer à la projection, on finit par déprécier l'idée même de long terme. Autrement dit, les valeurs s'ajustent pour une part aux conditions matérielles, non par cynisme, mais plutôt par nécessité psychologique. On adopte les valeurs qui rendent nos choix supportables, cohérents, justifiables. Ce n'est pas d'abord donc une révolution morale à laquelle nous assisterions, mais une sorte de rationalisation a posteriori des difficultés matérielles. Quand les étapes classiques, s'installer, fonder un foyer, transmettre, deviennent incertaines ou inaccessibles, eh bien, le lien entre effort et avenir se défait, le travail cesse d'être perçu comme une promesse, l'épargne comme un projet, la famille comme une évidence. Le présent s'impose alors, non par goût du superficiel, mais par une forme de réalisme social. Et ce que l'on observe n'est donc pas une simple mutation des mentalités, selon les auteurs, mais une transformation plus profonde, la disparition progressive des conditions matérielles qui rendaient l'exercice de certaines vertus possible. La prévoyance, la patience, la transmission ne disparaissent pas parce qu'on n'y croit plus, mais parce que le monde dans lequel on vit ne les soutient plus. Alors, au fond, la question n'est donc pas seulement les jeunes sont-ils devenus hédonistes, mais plutôt, dans une société où le futur est hors de prix, comment pourrait-il ne pas l'être? Et c'est ici que les études que nous venons d'évoquer prennent en réalité toute leur portée. Elles tendent en effet à montrer que le renchérissement du logement n'est pas un simple déséquilibre économique, ni même une crise sectorielle parmi d'autres, mais qu'elle agit, là le terme est des auteurs, comme un désorganisateur sociologique majeur. Il fracture les trajectoires, désynchronise les âges de la vie, affaiblit le lien entre effort et projection et rend incertain ce qui autrefois allait de soi. Mais plus profondément encore, on pourrait dire qu'il fonctionne comme un désorganisateur anthropologique. Car se loger, ce n'est pas seulement occuper un espace, c'est pouvoir s'inscrire dans une durée, fonder un foyer, accueillir des enfants, transmettre quelque chose au-delà de soi. Lorsque ces possibilités deviennent précaires ou hors d'atteinte, eh bien, c'est le rapport même au temps, à la continuité et à l'avenir qui se trouve altéré. En rendant le long terme matériellement inaccessible, nous n'avons pas seulement modifié des comportements ou des valeurs, nous avons transformé les manières que nous avions d'habiter le monde, de penser l'avenir et finalement de concevoir la vie elle-même. Voilà la réflexion que je voulais vous partager et je vous propose que nous poursuivions la conversation en envisageant les moyens de répondre à cette crise du logement qui apparaît comme la source d'une profonde crise des valeurs. Merci Xavier Van Lierde. Effectivement, on va en discuter. Avant ça, je crois que Richard a noté quelques réflexions pendant que vous discutiez. Donc avant de s'attacher aux solutions, est-ce qu'on pourrait prendre du temps peut-être, Richard, pour approfondir certains points? Alors, approfondir, je ne sais pas, d'autant que la première chose que j'avais notée, c'était l'étude de la Fondation Res Publica, justement sur la crise démographique et les manières d'y répondre, mais voilà, on en parlera tout à l'heure. C'était surtout, dans la description que vous faisiez, l'idée que c'était des nouvelles valeurs, et je trouve que là aussi, il y a une hypocrisie incroyable de la génération des 50-70 ans qui eux-mêmes ont été hédonistes, qui eux-mêmes ont fait peu d'enfants, qui eux-mêmes ont promu un modèle de société consumériste, court-termiste, etc., et qui s'étonne, à travers les études, que la génération sacrifiée des trentenaires, des quarantenaires, et bientôt de ceux qui ont 20 ans, ait été obligée, en fait, de changer de valeur. En fait, non, pas du tout. Ils ont adopté les valeurs que leurs aînés leur ont montrées, et dans un contexte économique différent, où l'argent est moins abondant, évidemment, ils ont adopté des comportements différents. Mais est-ce que véritablement, on peut dire que ceux qui jouissaient peinardement de la vie dans les années 80-90 en ayant 30 ans n'étaient pas déjà hédonistes? En fait, nous qui avons vécu ces années 80 et 90, qui étaient quand même... déjà des sommets de vulgarité, de décivilisation, voilà, il n'y avait pas de... l'exemple que nous donnaient ceux qui étaient en train de jouir et qui promouvaient en fait cette jouissance, c'était déjà des hédonistes. Ça, c'est la première réflexion. Et la seconde réflexion, c'est le stoïcisme, en fait, à usage des pauvres, qui est très répandu aux États-Unis, entre autres. Il y a des articles qui sortent régulièrement, mais on a lu les premiers il y a 10 ans,
où on apprend aux gens à se satisfaire de ce qu'ils ont et à devenir des espèces de moines soldats informatiques au service de la grande cause de l'Internet, par exemple. Et en fait, là aussi, on leur permet de post-rationaliser moralement en leur livrant une éthique de la frugalité uniquement parce que le rêve américain est mort et qu'on n'est plus capable de leur assurer en fait des perspectives de richesse constante. Oui, vous avez raison, mais en fait, cette étude enfin, l'étude américaine en l'occurrence, vient montrer l'échec de ces. Enfin, il y a eu toute une phase, effectivement, où les grandes firmes, notamment, voyaient, et certainement à juste titre, la famille comme un obstacle à l'investissement total de leurs salariés dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on voyait non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, le fait de devenir parents, d'avoir une vie à côté de leur vie professionnelle, comme voilà, quelque chose qui réduisait l'investissement dans le travail. Ce que vient montrer cette étude, c'est que ce raisonnement était faux et installe des comportements et des valeurs qui finissent par être préjudiciables au travail lui-même. Donc, les auteurs américains de cette étude relient notamment le déclin de la valeur travail dans ces générations par le fait que le travail n'apporte plus la possibilité de soutenir correctement une vie de famille à laquelle, au fond, ils aspirent. C'est-à-dire que le travail, en réalité, même aux États-Unis, n'est pas la valeur première, il reste un moyen d'accomplir ce par quoi les gens s'accomplissent réellement et trouvent une réelle vie bonne et appréciable, c'est-à-dire la vie de famille qui reste en réalité centrale dans leurs aspirations. Donc, par exemple, ils constatent que les employés qui restent en capacité à acquérir leur logement, à devenir propriétaires et à fonder un foyer, non seulement ont une fécondité plus importante, mais un investissement au travail supérieur. Tandis que ceux qui n'en ont pas la possibilité parce que leur salaire n'est pas suffisant eu égard au marché de l'immobilier, eh bien, ont tendance à se réfugier dans ce que les Américains appellent le quiet quitting, et qu'en France, je crois, on appelle la démission silencieuse. C'est des salariés un peu passifs qui font juste leurs heures, qui ne s'investissent pas dans leur travail, parce qu'en réalité, pourquoi s'investiraient-ils dans un travail qui ne leur permet pas, par ailleurs, d'obtenir ce qu'ils souhaitent réellement, c'est-à-dire fonder un foyer. En réalité, c'est tout le pacte taylorien qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Ce que cette étude nous montre là, c'est l'effondrement du pacte taylorien. Le pacte taylorien, c'était tu vas bosser à l'usine, ton boulot sera pas forcément très, très valorisant et très amusant, mais en réalité, grâce aux revenus qu'il te procure, eh bien, tu pourras avoir ta maison individuelle. J'aime pas ce terme de maison individuelle, d'ailleurs, parce que la maison individuelle, en réalité, c'est une maison familiale. Donc, tu auras ta maison familiale avec un jardin, tu pourras offrir des conditions de vie décentes et appréciables à ta famille, à tes enfants. Tu pourras leur transmettre ce bien, et donc, ça vaut le coup de t'investir dans ton boulot. Dès lors que ce n'est plus le cas, eh bien, le partage, les arbitrages de la vie se font différemment, et aussi aux dépens du travail. Donc, en s'autonomisant en réalité des valeurs générales et de la société, eh bien, ce monde capitaliste s'autodétruit lui-même. C'est ça que nous montre cette étude. Et avec aussi, là encore, une responsabilité incroyable de ceux qui promeuvent ce genre de système, c'est-à-dire que les jeunes générations, une fois plus, je ne sais pas ce que jeune signifie, on n'a qu'à dire entre 20 et 40 ans, à l'âge qu'on a, ça, le terme est légitime, mais je sais que je suis plus vieux que vous, Xavier. Les études portent systématiquement sur les adultes en âge de procréer. D'accord, bon, voilà, donc effectivement, entre 20 et 40 ans, voilà. En tout cas pour les femmes. Et il y a quelque chose de fascinant, c'est que cette génération a vu son père, sa mère, son oncle, sa tante, son grand-père se faire virer, être au chômage, ne pas retrouver d'emploi ou être obligé d'accepter des emplois bien inférieurs. Et là, au nom aussi de la logique managériale, au nom de la logique de la grande entreprise, au nom de la logique de la mondialisation. Et donc, ils ont vu
les familles se fracasser avec le mur du chômage et en leur expliquant que, bien sûr, mais c'est la destruction créatrice, mon gars, et rassure-toi, dans 25 ans, d'autres salariés seront capables d'occuper les nouveaux emplois qui ne manqueront pas d'être créés sur les débris des anciens. Comment demander à ces gens-là de croire que l'entreprise est le moteur de la société et l'unique moyen d'épanouissement? Voilà, c'est rigoureusement impossible. Donc, là aussi, le capitalisme a produit, sous prétexte de rationalité économique, l'attitude qu'il déplore aujourd'hui. Oui, enfin, je dirais pas le capitalisme, mais le capitalisme financier qui est, en gros, je pense que le capitalisme initial est assez lié à une démarche patrimoniale qui apporte justement de la stabilité via la propriété. Mais ce lien, c'est complètement distendu. De façon caricaturale, il est même promu. Hein. Vous vous souvenez de la fameuse phrase de Monsieur Schwab, donc, qui a créé quand même le Forum économique mondial, qui est une instance, au départ, une instance managériale, avant de devenir une instance de prescription de valeurs pour l'ensemble des sociétés, y compris des institutions publiques et politiques. Donc lui disait, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Eh bien, on voit l'inanité de cette phrase, y compris d'un point de vue managérial, puisque lorsque on n'a plus l'espoir, la perspective de devenir propriétaire, de pouvoir donc s'enraciner, lorsque le travail ne permet plus cela, lorsqu'il vous laisse comme une sorte d'atome flottant dans une société fluide, eh bien, les gens se détournent du travail. Moi, voilà, le travail n'est une valeur en réalité pour la société que dans la mesure où il permet des accomplissements de choses beaucoup plus fondamentales et profondes, mais en réalité concomitantes. C'est-à-dire que le travail doit aller de pair avec la possibilité, et l'économie doit être la possibilité de fonder un foyer. Du reste, hein, j'ai cité dans la chronique le terme d'oikos, qui veut dire donc tout à la fois maison, famille, foyer et lignée. Mais oikos, c'est aussi la racine du terme économie. C'est-à-dire que l'économie était d'abord domestique et l'économie générale doit être au service de la domesticité, de la capacité au service de la cellule de base de la société, qu'est de toute éternité la famille. Et l'on voit que lorsque ce n'est plus le cas, eh bien, le divorce devient extrêmement profond avec le travail. Voilà. Est-ce qu'en même temps, cette accession à la propriété, c'est pas la société justement qui en a fait une espèce de facteur essentiel à la fondation d'un foyer? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de familles qui effectivement ne sont plus propriétaires, mais elles ont quand même les moyens au moins de louer une maison pour y mettre leurs enfants, etc. Et on voit que quand ça devient un frein pour fonder un foyer, souvent c'est dans le cœur et l'esprit de personnes qui pensent en réalité toute leur vie comme une espèce de business plan. Je garde le mot anglais puisque Richard de Sèze suggérait que quand c'était vilain, on pouvait en parler en anglais, et donc et qu'ils pensent leur vie de la sorte. Et effectivement, à ce moment-là, on comprend bien qu'on se rajoute tout un tas de contraintes. Donc ça me permet presque d'arriver à la deuxième partie, aux solutions qu'on pourrait proposer. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de mentalité à faire là-dessus aussi, et inciter les individus à penser leur vie autrement que comme une espèce de chemin entrepreneurial voilà, qui devrait amener ensuite au succès selon certaines normes définies? Oui, certainement, mais il y a comme une petite part je sais pas, d'ingénierie sociale dans votre proposition, c'est-à-dire qu'il faudrait adapter nos valeurs. En réalité, je pense que le lien à l'enracinement au foyer et donc à la propriété de son logement, de sa maison, est inscrit au cœur de l'humanité depuis à peu près le néolithique, c'est-à-dire le moment où on a cessé d'être des nomades. C'est-à-dire que nos aspirations sont quand même calquées sur cette invention de l'agriculture, sur le lien à une terre, et tant et si bien d'ailleurs que, voilà, quitte à paraître pédant, je voudrais citer cette fois Gaston Bachelard, qui s'est penché sur la symbolique de la maison, et il explique que la maison, c'est bien autre chose que simplement un toit qui protège des intempéries. Ce ne sont pas... ce n'est pas que quelque chose de matériel, c'est aussi quelque chose de symbolique, d'affectif que l'on investit. Et que l'on investit de multiples manières qui peuvent paraître parfois dérisoires, mais qui montrent la permanence de cette volonté
de créer plus qu'une maison, un foyer accueillant. Le premier élément, on l'a vu dans ces études, c'est que, on l'a vu mais je ne l'ai pas assez développé peut-être, c'est que le logement social, certes, permet de soutenir un petit peu la natalité, mais beaucoup moins que l'accession à la propriété. Ça prouve bien qu'il ne s'agit pas simplement de répondre à des difficultés matérielles. Et de façon un peu plus plaisante ou à tort vue comme dérisoire, l'engouement très fort des Français pour le jardinage, la décoration d'intérieur, l'aménagement est très fortement valorisé par de nombreuses émissions de télévision, eh bien, montre cet attachement symbolique et affectif à un lieu dans lequel on puisse installer sa famille, qui reflète non seulement la réussite sociale, certes, mais aussi les valeurs de celui qui habite cette maison. C'est-à-dire qu'à travers le choix de la décoration ou autre, on fait un choix de transmission esthétique, de valeurs, etc., etc., etc. Alors, par exemple, Jérôme Fourquet parle à ce sujet du modèle Plaza majoritaire. Vous avez compris, ça fait référence à l'émission de télévision de Stéphane Plaza, qui était... voilà, qui montrait justement comment on pouvait réaménager son logement, le créer à son image, etc. Je pense qu'on a tort on a tort de s'en moquer ou d'y voir quelque chose de dérisoire. Au contraire, à travers ces petits gestes du jardinage ou de la décoration, eh bien, ce qui s'exprime, c'est une volonté d'habiter le monde qui est en réalité très traditionnelle. Je disais tout à l'heure, j'aime pas qu'on dise maison individuelle. C'était pas juste en réalité. Les gens qui s'achètent ou qui font l'effort d'acheter une maison individuelle, fût-elle une maison Bouygues dans un lotissement dit sans âme, en réalité vont remplir ces maisons de beaucoup de projections et de désirs très positifs. Le désir d'avoir une famille, d'y recevoir ses enfants, ses petits-enfants, voilà, toutes choses qui montrent qu'il y a quand même des permanences anthropologiques et qui sont aujourd'hui perturbées par cette idée absurde qu'il faut être flottant, mobile, toujours prêt à saisir des opportunités ici ou là, de déménager au gré des nécessités économiques et aussi, il faut le dire, par les difficultés quand même croissantes, parce qu'il y a une crise de logement en France, difficultés croissantes des nouvelles générations, à accomplir ce rêve qui reste ancré au cœur de ce vieux peuple enraciné et paysan que sont les Français. Je voudrais ajouter, puisque vous parlez de maison, le pape François parlait de la maison commune, mais il n'était pas le seul. En fait, on voit bien que cette impossibilité de la maison, c'est aussi l'impossibilité à habiter un pays, l'impossibilité à habiter une identité. C'est-à-dire, si ces nouvelles générations sont si facilement fluides et immédiates, c'est qu'on leur explique que leur passé n'existe plus et que leur futur est totalement indéterminé et que la moindre volonté de détermination et la moindre volonté d'ancrage, qu'il soit proprement immobilière ou simplement qu'il s'agisse d'appartenir à une maison commune qui serait la Maison France, est un péché en soi et contredit toute la mobilité qu'on nous vante. Donc il y a aussi cette dimension psychologique, d'une psychologie nationale ou d'une psychologie de ce modèle du capitalisme financier qui vient expliquer que à partir du moment où on interdit aux gens de s'ancrer quelque part et d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel, il est bien normal que personne ne s'attache nulle part. Je voudrais... je voudrais réagir à ce que vous dites. En fait, ces études et ce que vous venez d'affirmer le confirme et le souligne, démontrent que la société et l'économie telles qu'elles sont organisées depuis le tournant des années 1990 où l'économie est devenue à la fois mondialisée et financiarisée, en réalité sont une sorte de crime contre l'anthropologie et contre la nature et les véritables aspirations humaines. Et la bonne nouvelle des études dont nous avons parlé, c'est que en réalité, tous ces désirs extrêmement sains reste ancré au cœur de tous les Français, y compris des nouvelles générations. Il y a des permanences qu'on n'arrive pas à faire sauter, en quelque sorte, à supprimer, et la sagesse politique consisterait, au contraire, à répondre à ces aspirations extrêmement saines. C'est le moment de rappeler que, une fois de plus, les macroniens
qui savent exactement ce qu'ils font quand il s'agit de détruire, étaient partis en guerre contre la maison dite individuelle et donc la maison familiale, en expliquant qu'il fallait maintenant, pour des raisons d'écologie mal comprises, ne privilégier que les clapiers à lapin ou une multitude claquemurée dans des mètres carrés insuffisants, sinon pour y dormir comme des Japonais glissés dans des cercueils que sont certains des hôtels, sont capables de supporter. Bref, la phrase est mal construite, mais vous avez compris l'idée. La Fondation Res Publica donc, a sorti une étude sur la démographie et en fait, ils mettent en avant, par exemple, l'influence de l'immobilier dans le fait d'avoir un troisième enfant. Je crois que l'étude s'appelle justement Vers le troisième enfant, en expliquant que sans doute à partir d'études équivalentes à celles que vous nous citez aujourd'hui, à quel point les conditions sociales permettent de doper la démographie, pas en filant du revenu, mais en revanche en rendant en fait l'accession à la propriété possible. Mais on pourrait aller plus loin. L'école est obligatoire, mais les crèches ne le sont pas. Pourquoi est-ce que notre pays rend l'éducation obligatoire, surtout cette éducation terrible que donne l'éducation nationale, mais n'est pas capable de rendre la crèche obligatoire? Il Alors, moi, il je reste pas 10 secondes, Xavier Van Lierde. Alors, je pense qu'il faut rien rendre obligatoire. Par ailleurs, toutes les solutions qui sont à base de transfert de revenus ou autres fonctionnent beaucoup moins bien selon ces études. Ce qu'il faut, c'est recréer les conditions aussi d'une sorte de fierté. C'est-à-dire que la propriété, la capacité à se projeter dans l'avenir tient aussi au fait qu'on peut en être fier. Donc je pense que comme est inscrit au cœur de l'homme des tas de choses extrêmement positives comme le désir de créer un foyer, etc., il ne s'agit pas de l'assister, mais de simplement leur donner la capacité à s'épanouir pour de vrai dans la liberté et la vérité de leurs souhaits. Voilà. On pourra développer ce Dommage qu'on point ait plus de plus 10 secondes, mais longuement. Pourquoi pas la prochaine fois. Merci beaucoup, Xavier Van Lierde, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Et merci à vous aussi, Richard Dessès.